œuf maillot, le podcast Native qui vous met l'eau à la bouche. Tour à tour journaliste, entrepreneur, chercheur primé par l'université de Stanford, auteur, fondateur de start-up dans la Silicon Valley, Adriano Farano a créé en 2020 Pane Vivo, une boulangerie où le pain fait du bien. Rencontre avec ce boulanger engagé aux 1000 vies, militant pour une révolution du pain, l'aliment le plus emblématique de l'humanité depuis le néolithique et qui a créé un bon pain bon pour la santé et pour l'environnement tout en restant gourmand. Bonjour Adriano. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre parcours a priori ne vous destinait pas à être boulanger. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est né le projet Pane Vivo ? Oui et non, c'est-à-dire que je viens de découvrir que mon nom de famille viendrait peut-être de l'arabe farran, ce qui veut dire four de boulanger. Donc peut-être c'était écrit déjà, mais je ne le savais pas, vous avez raison. J'ai commencé donc en tant que journaliste au Figaro, au Courrier International, avant de fonder un journal pan-européen sur Internet qui s'appelle Café Babel. C'est grâce à Café Babel, qui avait été assez pionnier pour l'époque, que j'ai pu décrocher donc une bourse de recherche à l'université de Stanford pour étudier les médias. J'y suis allé, ça devait être juste 9-10 mois, et finalement ça a été 9 ans de ma vie que je suis resté donc dans la Silicon Valley. Pourquoi ? Parce qu'à l'issue de cette expérience magique, j'ai décidé de fonder une start-up. C'est pas très original là-bas. Ça a été super, mais ça a été aussi très éprouvant. Du coup, au moment où on l'a revendu cette start-up, je suis un peu sorti d'un énorme tunnel, on va dire, dans lequel j'avais été, et j'ai redécouvert le monde, on peut dire. Et là, le pain s'est imposé à moi, comme à la fois quelque chose de bon pour le palais, mais aussi de bon, on va dire, pour l'esprit, pour le mental. Il y a des gens qui comparent un peu le fait de faire du pain, la panification maison, au yoga. Ça vous reconnecte, il y a un côté tactile, etc. J'avais aussi construit un four. Et ce qui s'est passé, c'est que je faisais ce pain, je faisais des pizzas évidemment parce que je suis d'origine napolitaine, alors que la plupart de mes copains, ils adoraient. Il y en avait de plus en plus qui me disaient « Adriano, ton pain a l'air super, mais je ne peux pas manger de pain. » Et alors moi au début, ça me tracassait vraiment parce que c'était, alors en numéro 1 c'était hyper bon, et numéro 2, je pensais presque que c'était un peu un effet de mode. Et c'est dès lors qu'il y avait vraiment une copine qui travaillait chez Google, qui était smartissime on va dire, qui m'a fait toute cette tirade sur le gluten. Là, j'ai dit, attends, mais il faut quand même que je puisse voir. Alors, j'ai remis ma casquette de journaliste et j'ai commencé à lire. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé en fait à faire une véritable enquête. J'ai appelé tous les plus grands experts au monde. Ça m'a pris 3 ans et demi. Et j'ai compris en fait qu'elle avait raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que notre corps nous dise « Eh oh, ce que tu es en train de manger est vraiment mauvais », pour se rendre compte en fait que la plupart du gluten moderne en fait est immunogénique, c'est-à-dire qu'il a une prédisposition génétique en fait à causer des allergies, des intolérances, etc. L'intestin est notre deuxième cerveau. Et ben il y a des connexions, plusieurs connexions. Il y a les nerfs vagues, il y a aussi les voies sanguines, dès lors justement que ça passe au-delà de l'épithélium, que ça puisse en fait causer aussi de l'inflammation cérébrale. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui a été désormais prouvé, notamment par les travaux du docteur Perlmutter aux États-Unis, entre l'inflammation de l'intestin et l'inflammation du cerveau, notamment par le biais du gluten. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que le pain moderne avait un indice glycémique supérieur au Coca-Cola, toutes ces choses-là, en fait, moi qui suis quelqu'un qui apprécie beaucoup notre histoire, j'aime pas en fait les raccourcis, j'aime pas les gens qui disent ah non, mais ça en fait je l'enlève, j'aime pas tous ces sans gluten, sans ceci, sans cela, etc. Je me suis dit non mais attends, mais moi je peux pas manger sans gluten. Oui, ce sont des raccourcis en fait. Alors c'est des raccourcis, mais voilà, donc d'un côté c'est effectivement il y a un énorme problème pour la santé, de l'autre tous les produits qui sont liés au gluten font partie de notre histoire. Moi en tant qu'Italien, si je mange plus de pâtes, si je mange plus de pizza, si je mange plus de pain, quel Italien je serai? On va me retirer mon passeport. Et donc, mais au-delà de la blague, même le mot, quand on parle par exemple de mouture, non? Aujourd'hui la plupart des farines sont moulues au cylindre métallique. Nous, on est encore dans l'ère, pour nous les hommes, du néolithique. Néolithique, ça vient du grec ancien, néos, lithos, ça veut dire une nouvelle pierre. Pourquoi? Parce que ça, on nous définit en tant qu'être humain du néolithique dès lors qu'on a commencé à moudre du blé. Donc, si on remplace les blés anciens par des blés modernes parce qu'ils sont plus productifs,
Si on remplace la mouture à la mêle de pierre naturelle par de la mouture au cylindre métallique, si on remplace la fermentation au levain naturel par la fermentation à la levure, en fait, on ampute le pain de tout son intérêt nutritionnel. Au contraire, on le transforme d'un allié pour notre système immunitaire en fait un ennemi. Et surtout, on se dépossède de notre histoire, à nous. Donc c'est un problème à la fois de santé, mais c'est aussi un problème identitaire. Et qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience sur le mieux manger? Ça a été aussi la parentalité, bien évidemment, parce que dès lors qu'on commence à avoir des enfants, on doit non seulement se nourrir soi-même, mais aussi nourrir la nouvelle génération. On est forcément apporté à essayer de donner l'exemple. J'ai acquis, en certain sens, la responsabilité dans le choix de nos aliments. Et du coup, cette responsabilité, elle m'a animé, elle m'anime toujours aussi pour l'aventure Pane Vivo. Est-ce que cette farine, la farine que vous utilisez, elle convient aux personnes qui ont la maladie cœliaque? Alors, cœliaque, non. Alors déjà, il faut expliquer ce que c'est le gluten. Le gluten, c'est, pour schématiser, une colle à protéines. Vous n'avez pas de gluten dans le blé. Vous avez tous les ingrédients pour créer le gluten, mais en fait, pour créer le gluten, vous avez besoin de farine, donc de blé ou de certaines autres céréales, pas toutes, d'eau, donc il faut qu'il y ait un système d'hydrolyse, et vous avez besoin de force mécanique. Sans ces trois éléments, vous n'avez pas le gluten. Le gluten, son intérêt, c'est quoi? C'est de créer un peu une charpente, comme si c'était une cathédrale, pour qu'à l'intérieur de ces micro-bulles, les bactéries et ou les levures puissent, en mangeant les sucres, pouvoir faire, comme je l'explique dans les écoles, des petits roux. Ils vont manger et font des petits roux ou des petits pains, si vous préférez, à l'intérieur de ces bulles. Donc, en relâchant du CO2, ça va gonfler et donc on a besoin d'une certaine élasticité, d'une certaine viscosité que seul le gluten peut donc donner à la pâte, ou alors, pour les pâtes à gluten, énormément d'additifs. Ça, après, on peut ouvrir une parenthèse. Et donc, pour revenir à la question des personnes qui n'arrivent pas à tolérer le gluten, en étant une colle, vous comprendrez que ce n'est pas facile à dégrader pour notre système digestif, quoi qu'il en soit. D'accord? D'ailleurs, c'est une des substances les plus difficiles à dégrader pour nos enzymes. Cela dit, il existe donc à l'intérieur du gluten deux familles de gluten, les gluténines et les gliadines. Ces gluténines et ces gliadines, en fait, le rapport entre elles et leur qualité, on va dire, est extrêmement important afin de déterminer si, oui ou non, le système digestif va arriver à dégrader la totalité de ces substances. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez certaines personnes qui, et c'est connu depuis l'Antiquité, ont cette maladie qu'on appelle maladie cœliaque. D'ailleurs, c'est un mot d'origine grecque. Ça ne s'invente pas, ça existe depuis toujours. Déjà, Hippocrate, il en parlait. Ce qui est nouveau est donc toute cette famille d'intolérance, ce qu'on appelle non cœliaque au gluten, qu'on a observé qu'à partir des années 70. Et là, on voit une corrélation. Alors, moi, je ne peux pas parler de... 70, les années 70. C'est 70. Les années 70. Okay. Alors, là, la corrélation, évidemment, qu'on peut voir, elle est toute faite. En fait, c'est dans les années 60, donc une décennie avant, qu'on a commencé à généraliser la culture des blés modernes. Donc, après-guerre, pour augmenter la productivité. Et donc, après, au bout de 10 ans, tac, on a commencé à observer énormément de cas. Donc les symptômes sont très différents, ça dépend des individus. Vous avez des problèmes de ballonnement, de diarrhée, de gastrite, d'inflammation. De prise de poids. Prise de poids, ça après c'est l'indice glycémique aussi. Ça c'est un autre problème, on pourra en parler. Mais en fait, l'histoire très intéressante des blés modernes, parce que c'est incroyable, j'en parle dans mon livre, je ne mangerai pas de ce par-là, elle commence en fait bien avant. Elle commence en 1913. Il y avait donc un agronome qui s'appelait Nazareno Strampelli. Cet agronome, le premier, avait entendu parler de ces variétés de blé naine qu'on cultivait au Japon. Auparavant, personne n'avait jamais entendu parler, on va dire, dans le monde occidental. Il se procure ces graines et il commence à faire des champs comme ça expérimentaux. Personne ne lui prête confiance jusqu'au moment où Mussolini, qui voulait rendre l'Italie indépendante au niveau de la production céréalière, on lui dit, mais tu sais, il y a ces blés, il faudrait qu'on essaie, etc., ils sont 5 fois plus productifs. Et donc là, l'Italie, en premier, commence à faire ça et ils arrivent à sextupler la production et à rendre l'Italie complètement indépendante pour la production céréalière dans l'espace de 3-4 ans. Après-guerre,
Les Américains s'emparent de ces techniques et c'est donc Norman Borlaug, un agronome américain d'origine allemande, qui arrive même à décrocher le prix Nobel pour avoir donc poussé cette révolution des blés modernes, ce qu'on appelle la révolution verte. Et là, en fait, vous avez un système qui change diamétralement, mais d'ailleurs, ça change aussi d'un point de vue de paysage. C'est le début de la génétique moderne. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui sont en fait pensés en laboratoire, ensuite réalisés bien évidemment sur les champs, et qui donc visaient à croiser des variétés européennes, enfin méditerranéennes, avec ces variétés japonaises, pour que, en gardant, on va dire, le niveau d'adaptabilité au climat de ces variétés européennes, on puisse quand même préserver deux chromosomes importants, enfin un chromosome pour le blé tendre qui est RH8 et un chromosome pour le blé dur qui est RH1, qui sont donc les chromosomes qui portent les allèles du nanisme. En faisant ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose de très bien pour les paysans, c'est-à-dire qu'en étant de taille maximum comme ça, ces blés, ils vont se tenir beaucoup plus droits, parce qu'en fait, quand ils étaient très hauts, les pieds arrivaient à maturité, commençaient à peser, il suffisait d'un peu de vent pour que ça tombe. Donc ça, c'est très bien pour les paysans. Sauf que, d'un point de vue écologique, comme justement ils sont très petits, c'est un jeu d'enfant pour les rongeurs, pour les insectes, etc., de monter et d'aller ronger, de manger le blé. Et donc, ils ne peuvent pas pousser sans faire table rase, donc sans herbicides. Troisième problème pour l'environnement, donc pesticides, herbicides, les engrais. En fait, c'est des variétés qui, paradoxalement, ont très peu de protéines. Comment on fait les protéines? Avec l'azote. Et donc, aujourd'hui, sur un hectare de blé moderne, vous devez mettre au moins 150 kg d'engrais azotés par récolte, sur un hectare. En fait, en France, c'est plutôt entre 300 et 450, on m'a dit. Il n'y a pas vraiment de chiffres, ce n'est pas quelque chose qu'on va trop crier, on va dire quoi que quoi. Et donc tout ça, évidemment, ça fait du blé, moi j'ai vu des statistiques, la céréale la plus polluante au monde, alors que ce n'était pas du tout comme ça avant. C'est des variétés qui sont extrêmement gourmandes à l'irrigation artificielle. Et après, pour la santé, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait un gluten qui est très indigeste. Et qui sont une catastrophe pour l'environnement. Et qui sont une catastrophe pour l'environnement. Donc, en gros, pour résumer, on se retrouve avec un aliment qui est sacré, qui est fondamental pour notre civilisation, qu'on a transformé dans de la malbouffe. D'ailleurs, vous dites que l'indice glycémique de la baguette est supérieur au Coca-Cola. Oui. Le pain moderne nous empoisonne. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Vous regardez tous ces aliments, le coca, le choc-à-pic, le mars, les cookies, la baguette. Et c'est la baguette le pire. Et c'est la baguette le pire. C'est-à-dire qu'au niveau de l'indice glycémique, donc la baguette elle a 95 sur 100, les choc-à-pic à 84, le coca à 63, le mars à 62 et après les cookies à 42. Alors, le propos, c'est pas évidemment de dire aux gens buvez du Coca-Cola, évidemment, mais l'idée c'est quand même de se dire attention à quelque chose que 95% des Français mangent tous les jours est en fait extrêmement nocif. Alors, c'est vraiment rentré dans l'ADN des Français, la baguette. Eh ben, c'est même rentré au patrimoine. Ils essayent de la faire rentrer. Moi d'ailleurs, je suggère de le mettre au patrimoine mondial des diabétiques. la baguette, parce que je ne vois pas pourquoi un aliment qui n'a rien à voir avec la tradition française, c'est-à-dire que la baguette en fait elle a été inventée dans les années 30, d'accord? Rien à voir. Le pain traditionnel français c'était la miche de 6 livres, voilà. Donc rien à voir avec l'identité. Alors que en fait le pain ça peut être, comme on disait tout à l'heure, un vrai allié pour notre système immunitaire et pour finalement garder aussi un équilibre au niveau de notre corps, de la glycémie. Parce que la glycémie aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est pourquoi la baguette elle a autant d'indice glycémique qui est aussi haut. En fait, pour deux raisons. En amont, ces variétés de blé, elles n'ont pas du tout d'amidon résistants. C'est des amidons tout simples qui en fait vont être dégradés très facilement par les enzymes. Et les amidons, c'est quoi? C'est des sucres complexes. Donc dès lors qu'ils sont dégradés, ils deviennent sucres. Donc c'est comme si presque si vous mangez des carrés de sucre. Le problème en aval, c'est la fermentation. Parce qu'en fait, la fermentation par levure qui a été plébiscitée depuis à peu près un siècle et aujourd'hui est généralisée par tout le monde, même les gens qui vont vous vendre du pain au levain, la plupart des fois, ils vont rajouter de la levure. Je le dis dans le livre, c'est pour moi, je le mets dans la foire aux arnaques, j'ai tout un chapitre sur la foire aux arnaques. Comment vous pouvez le savoir ça? Comment on peut savoir quand on rentre dans une boulangerie où il y a marqué pain au levain que la levure
Pour le consommateur? Oui. Impossible. Impossible. Voilà. Parce qu'en fait, Donc, la faut être dans la réglementation. confiance. Voilà. Donc, il y a eu un décret pain fait à l'époque par Raffarin quand il était ministre. Tout le monde dit que c'est génial, ça a sauvé le pain français, ça a introduit le concept de baguette de tradition, etc. La baguette de tradition, vous avez 9 additifs. Il n'y en a pas 14 comme dans la baguette courante, mais vous en avez quand même. Dont le gluten vital. C'est quoi le gluten vital? C'est une poudre de gluten qu'on va rajouter en plus du gluten qui est contenu naturellement dans le pain. Donc, c'est ce décret pain, en fait. Et dans le décret pain, on dit que le pain au levain, on peut quand même rajouter un petit peu de levure. Et dès lors qu'on rajoute la levure, la science nous dit que la fermentation par levure prend le dessus sur la fermentation au levain, tout simplement parce qu'en fait, on va l'arrêter, on va la stopper net dès lors que le pain il a gonflé. Et on ne va pas donner, grâce à la levure, et on ne va pas donner le temps au levain de faire toute son action. Toujours pour une histoire de rendement. Pour une histoire de rendement. Mais alors, expliquons quand même, juste 10 secondes, pourquoi le levain fait baisser l'indice glycémique. Tout simplement parce que vous êtes en présence, dans le cas du levain, de ce qu'on appelle fermentation lactique. Et en fait, seule la fermentation lactique peut permettre donc, à l'indice glycémique de baisser parce qu'en fait, elle va renforcer les amidons résistants. Et les amidons résistants, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont résister à l'action des enzymes dans le système digestif et donc ne pas se transformer aussi facilement, aussi rapidement en sucre. Donc, c'est un travail qui est incroyable, que la nature a pensé hyper bien. Et aujourd'hui, on n'a plus d'excuses parce qu'on a passé en fait cette euphorie productiviste. Les gens ont envie, peut-être en dépensant un petit peu plus, de ne pas s'empoisonner. Et il faut surtout l'informer. Et moi, la raison pour laquelle j'ai non seulement fait la boulangerie, mais j'ai écrit aussi ce livre, c'est justement pour qu'on prenne conscience de tout ça. Et donc, qu'est-ce que vous utilisez comme levain, vous? Alors, nous, c'est un levain. Alors, le levain, déjà, qu'est-ce que c'est le levain? Oui. Farine, eau, basta. Voilà, vous prenez la farine, vous mettez de l'eau, vous mélangez, vous laissez comme ça. Vous pouvez créer un levain demain matin. Vous le faites ce soir. Mais avec de la bonne farine. Alors, mieux vaut faire un pain avec une mauvaise farine au levain que faire un pain avec une excellente farine à la levure. De tout point de vue. Parce qu'en fait, si vous voulez, les gens aujourd'hui dépensent énormément d'argent pour des pains aux graines, avec tous ces mélanges. En fait, ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas le savoir. Ils sont tout prêts. Les boulangers reçoivent le sac, il y a toutes les graines, on ne sait pas d'où elles viennent parce que c'est moins de 5%. Donc la réglementation de l'heure que c'est moins de 5%, ça peut venir de Pologne, de Roumanie, de Tchéquie, on ne sait pas. Ah, génial, les graines, c'est naturel. En plus, ces graines, elles se digèrent très mal. Quoi, le pain intégral, le pain complet peut être en fait encore pire que le pain blanc. C'est dès lors qu'on va mettre pas de levain. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous payez, pour moi, si vous voulez, pour schématiser, avec le pain complet à la levure, fait avec des blés modernes, on est cocu 2 fois. Une fois, parce qu'on va manger des blés qui sont donc indigestes, donc les protéines, en fait, vous ne pouvez pas toutes les assimiler, donc vous payez pour avoir le but premier du pain, c'est d'avoir un minimum de protéines, quoi. Vous ne pouvez pas assimiler toutes les protéines, donc environ 10% de ce gluten, parce que le gluten c'est des protéines, il ne va pas s'assimiler, donc ça va se balader dans votre corps en inflammant, en boule l'intestin, en boule le cerveau, etc. Enfin, c'est la catastrophe. Et vous êtes aussi cocu parce que vous n'allez pas pouvoir assimiler les minéraux. Or, le but premier d'un pain complet, c'est d'avoir un peu de magnésium, d'avoir un peu de fer, un peu de zinc, un peu de potassium. Or, tout ça, votre corps ne peut pas l'assimiler en absence de fermentation lactique. Et seule la fermentation au levain enclenche la fermentation lactique. C'est vraiment biochimique. Hein? Donc, il faut arrêter. Et ce n'est pas n'importe quel aliment. Ce n'est pas comme si on me disait, ah, mais on fait des arnaques sur les jus de fruits, sur les bonbons. Non, là, le pain, c'est un aliment de base. Et donc, votre levain, vous, puisque vous dites alors, le levain, qui vient... Voilà, donc en fait, notre levain, on l'a récupéré dans une boulangerie des Pouilles qu'il a démarré au 19e siècle. Donc, il a 133 ans. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un levain, c'est de l'eau et de la farine. Alors pourquoi? C'est un peu comme le kéfir, c'est quelque chose qui se renouvelle toujours. C'est beaucoup plus simple que le kéfir, parce que le kéfir, quelqu'un parce que les graines de vous kéfir, elles se multiplient. Oui, vous ne pouvez pas créer des graines de kéfir comme ça à partir de rien. Là, vous allez dans un supermarché quelconque, vous prenez de la farine, vous mettez de l'eau, vous mélangez, vous faites une petite crème, vous la laissez toute la nuit, le lendemain, surtout avec cette température-là, vous allez voir des petites bulles. Ouais. Donc là, ça y est, la fermentation est enclenchée. Et pourquoi vous utilisez un levain qui a 133 ans? Alors, parce que l'intérêt du levain, c'est en fait au niveau de son microbiote.
Il a un microbiote, c'est-à-dire il a une composition de deux typologies de micro-organismes, les bactéries lactiques et les levures. Et en fait, surtout au niveau des bactéries lactiques qui sont beaucoup plus nombreuses que les levures, la biodiversité va être très importante. C'est-à-dire plus d'espèces de ces en général ces lactobacilli vous avez, mieux c'est pour on va dire cet écosystème. D'où vient la diversité? Elle vient de trois choses en particulier. Elle vient de l'air du fournil, elle vient des mains du boulanger, de la boulangère, et il vient aussi de la farine ou des farines. Donc plus le levain est vieux, plus il y a des chances que le fournil ait changé, que les mains des boulangers aient changé et que les farines aient changé aussi. Donc quand les gens me disent « Ah, mais il est de 133 ans, du coup ça n'a pas été la même farine », c'est encore mieux. Aujourd'hui, vous n'avez plus de restes de farine en tant que telle. Une grosse variété. Quoi. Voilà, mais vous avez toujours cette petite magie, parce que pour moi c'est un peu une magie, de génération en génération de bactéries lactiques, de levures qui ont laissé leurs petites graines. Vous l'avez mis au coffre, votre levain? Non, en fait on l'offre même. Ah oui, super. Ouais. Pendant le confinement, on a eu plein de gens qui sont venus chercher. Et depuis quand c'est utilisé le levain dans la cuisine méditerranéenne? Alors, les débuts de la panification au levain certifié, donc pour lesquels on a vraiment des preuves historiques, sont à l'époque des Égyptiens. Mais dans les études que j'ai pu faire, moi je soupçonne déjà les Sumériens de maîtriser en fait cet art. Donc on parle de au moins il y a 5000 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme s'est sédentarisé il y a environ 10 000 ans, donc dans le pourtour méditerranéen. Et donc avec la sédentarisation est arrivée, à peu près en même temps, la culture du blé. Et donc on a commencé à faire du pain de façon, tous les jours quoi. Sachant que les premières expériences de panification, on ne sait pas avec le vin ou pas, parce que vous pouvez aussi faire des sortes de pita, des pizzas d'une certaine façon, non levées, du pain azime. Le fournil plus ancestral qu'on a retrouvé, ça date il y a 32 000 ans. Où ça? Dans une grotte dans les Pouilles toujours. La levure, vous avez, donc un levain, il peut avoir jusqu'à 200 espèces différentes de bactéries lactiques et de levures. D'accord? Il y a une biodiversité incroyable. La levure de boulanger, en fait, vous n'en avez qu'une seule. C'est une levure, parce qu'il y a plusieurs levures, qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae. Ça veut dire quoi? Saccaro, c'est le sucre, mycès, c'est le champignon, donc le champignon de sucre. Cerevisiae, c'est la cervoise, la bière. Parce qu'en fait, on le retrouve notamment dans l'écume de la bière. Et du coup, vous pouvez en fait utiliser l'écume de la bière pour faire lever le pain. D'ailleurs, les Gaulois le faisaient déjà. Pline l'Ancien en parle. Et donc, c'est fascinant, sans le savoir véritablement. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle? On a pu, avec la révolution industrielle, isoler Saccharomyces cerevisiae et le répliquer en laboratoire en créant des petits cubes très faciles à transporter et à utiliser. Comment est né Panevivo? Alors, Panevivo est né en Californie. Il a eu une vie très éphémère parce qu'il a duré 1 mois seulement. Moi, j'avais fait un Kickstarter, donc justement, suite à avoir parlé avec plein de copains qui me disaient qu'ils avaient des problèmes, j'avais à l'époque eu la chance de tomber sur un moulin à Oakland, dans la baie de San Francisco, qui avait des farines de blé dur ancien, sicilien, qui faisaient pousser en Californie. Et ça se marie très bien parce que le climat est à peu près similaire. Mais moi, à l'époque, j'avais aucune idée que c'était des blés qui avaient une supériorité nutritionnelle. Je le faisais plus parce que moi, j'étais italien. Mais je faisais déjà le levain. J'avais déjà compris, en fait, la supériorité du levain. Par contre, pour les blés, je ne savais pas trop. Ils avaient juste des odeurs incroyables. Et donc, je me disais, mais c'est super, c'est pas. Et donc, j'ai pu financer 100 kilos de pain que j'allais cuire dans le four à pizza d'une pizzeria d'un copain à moi, parce qu'en fait je faisais du pain à l'ancienne, dans le sens que la pizza est née historiquement comme une façon d'exploiter la chaleur du four qu'on allume le soir quand on veut faire du pain. Personne avant s'amusait à faire des pizzas juste comme ça. On le faisait parce qu'on devait faire le pain le lendemain. Donc moi le matin à 6h, j'enlevais les braises, je nettoyais le four et je faisais cuire mon pain avec la chaleur tombante. Donc c'était vraiment incroyable. Sauf que c'était assez épuisant. J'étais sur le point d'acheter un vrai four, de faire, lorsqu'on a décidé, pour des raisons plus personnelles, de rentrer à Paris.
On est rentré à Paris et là, j'ai continué en fait, j'ai accéléré au niveau de mes recherches. J'ai décidé d'écrire Quand un vous livre. avez vu à peu près, vous avez fait un constat sur le marché du pain à Paris. Je me suis dit qu'à Paris, c'est quand même la capitale rêvée du pain au niveau mondial, aussi grâce paradoxalement à notre chère baguette. Et j'avais vu qu'il y avait quelques boulangeries, par exemple Fermentation Générale, le Bricheton, qui font un vrai travail de redécouverte de la biodiversité des blés, du levain, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas on fait ça. Quelques petites initiatives. Des petites initiatives, ouais. voilà. Et donc, moi, avec ces initiatives, je partage énormément de choses. Mais après, ce que je pense que nous, on a apporté, c'est à la fois cette culture un peu de Silicon Valley qu'on revendique de penser en grand, d'essayer d'avoir l'impact. Dès lors qu'on découvre quelque chose qui est bien, pourquoi le garder juste pour une petite niche? Essayons de le faire le plus vite possible. Donc là, on est sur le point d'ouvrir notre 4e adresse en 14 mois. Oui, parce que vous êtes né en fait en mars 2020. Mars 2020. Ouais, au pire moment. Alors, le pire ou le meilleur, on ne sait pas. Parce qu'effectivement, au début, j'ai eu un show parce qu'on avait construit le laboratoire. Au départ, mon projet, c'était de faire le pain que pour les restaurants. J'avais fait tout le business plan, je me suis dit, mais qui c'est qui va acheter un pain nature pour 14,50 € le kilo? C'est pas possible, c'est trop cher, etc. Donc, en revanche, il y a plein de restaurants à Paris, les restaurants étoilés, etc. Et donc, j'ai commencé à l'expliquer et les gens l'adoraient. Donc, je me suis dit, parfait. Au bout d'une semaine de l'ouverture, les restaurants ferment. Et donc là, on prend notre chariot, c'est pour ça qu'on a un chariot aussi ici alors qu'on n'a pas de four. On le sort, on dit qui en veut, et on commence à expliquer, on passe des heures. Les gens avaient aussi un petit peu plus de temps pour nous écouter. Et donc petit à petit, l'œuf maillot, la mayonnaise a pris. Alors vous vous définissez comme journaliste boulanger, vous avez écrit un livre intitulé « Je ne mangerai pas de ce pain-là ». Quand est-ce que vous l'avez écrit ce livre? L'idée d'écrire le livre s'est faite à partir du moment où j'ai dépassé je pense les 20 cm de notes en hauteur que j'avais prises avec des interviews de meuniers, de paysans, d'agronomes, de gastro-entérologues, etc. Et je me suis dit que ça aurait été dommage de garder juste ça comme un secret de fabrique de pain et vivo. C'est vraiment un livre, on va dire, informatif. J'aime bien dire que j'enfourne et j'enforme. Et l'idée, c'est de panifier, c'est de proposer un produit, mais aussi proposer une information. Et ça, c'est pas que moi qui le fais dans l'entreprise. Je forme personnellement toutes les personnes qui sont déléguées à la vente, que nous appelons d'ailleurs éclaireuses et éclaireurs, parce que leur objectif, c'est d'éclairer le public. Donc, quand vous venez chez nous, en fait, si vous avez un peu de temps, on vous explique tout. Il y a le livre, évidemment, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Mais à qui s'adresse le livre? À tout mangeur ou mangeuse de pain. Tout simplement. J'espère qu'ils vont trouver des réponses pour essayer de comprendre comment on est passé des blés anciens au blé moderne, comment on est passé de la mouture à la mêle de pierre à la mouture au cylindre métallique et du levain à la levure. Qu'est-ce que cela a impliqué à la fois pour l'environnement, pour notre santé et pour le palais, ce qui est quand même très important parce que malheureusement aujourd'hui la baguette ça sent quoi? Ça sent la levure et le sel, ça sent surtout pas le blé, enfin il y a plus aucun goût. Les gens qui le lisent me disent que voilà, qu'il est très dense mais qu'il est à l'image de notre pain, donc dense mais digeste. Donc nous on utilise la même base pour tous les pains. Chez nous c'est pas que vous venez vous dites ah je voudrais l'épeautre, je voudrais ceci, je voudrais cela. Non, vous avez la même base parce qu'on sait pertinemment que c'est le meilleur pour la santé, pour l'environnement, pour le palais. On pourra y revenir si vous voulez. Et donc les restaurants ils adorent, mais là chez Razad la base est la même, mais on rajoute du sumac et du za'atar. Et donc c'est des épices orientales qui vont conférer vraiment un goût incroyable au pain. Donc en fait vous avez fait une gamme de pains avec la même base, mais les ingrédients qui changent. Tout est la même base et on s'amuse vraiment. On en a un autre par exemple qu'on appelle l'Esmeralda. Et Esmeralda, en fait, on va mettre une poudre verte, ce qu'on appelle le safran vert. En fait, c'est des pistils tamisés de fleurs de fenouil. C'est quelque chose dont j'ignorais l'existence jusqu'à il y a 3 mois. Et puis, il y a mon amie Alessandra Pierini de l'épicerie italienne Rap, qui a publié donc, aux éditions de l'Épure, presque en même temps que moi, 10 façons de préparer le fenouil, qui m'a dit « c'est sympa de faire un pain au fenouil ». Et donc on a discuté un peu, je lui ai dit « écoute, moi j'ai grandi avec le pain au fenouil, mais je dois te dire la vérité, les graines de fenouil, j'aime pas, ça se met dans les dents, etc. Mon père il ramenait toujours ça à la maison, j'aime pas moi le pain au fenouil ». Il dit « oui, mais tu devrais essayer la fleur de fenouil ». Je dis « mais c'est quoi la fleur de fenouil ?» Et c'est incroyable.
Alors, je vais vous dire une chose, c'est l'ingrédient le plus cher. On le paye 300 € le kilo. C'est incroyable. Mais en fait, il suffit d'en mettre une toute petite goutte. Et en fait, ça transforme la couleur de la mie. La mie, elle devient dorée. On a le pain macchia, qui veut dire en corse le maquis. Et avec de la myrte, la nepita, qui est une menthe sauvage, et une infusion d'immortelle de Corse dans de l'huile d'olive nocellara bio pendant un mois pour qu'elle relâche toutes ces huiles essentielles. Enfin, on fait des choses incroyables parce qu'on veut redonner au pain ses lettres de noblesse. La farine, parce qu'on a une selle, oui, elle vient d'Italie. Alors pourquoi elle vient d'Italie? Donc, moi, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à prendre contact avec, donc aussi d'ailleurs dans le cadre du livre. Vous n'avez pas trouvé un meunier en France qui puisse sortir? J'en ai essayé une bonne douzaine qui travaillent avec des blés anciens. Et en fait, on cherchait à la fois des gens qui pouvaient nous suivre dans notre plan de développement, parce qu'on était dès le départ très ambitieux, mais aussi dont le gluten se dégrade à 100%. Et donc, je publie d'ailleurs les analyses dans le livre. Et là, vous avez, pour la farine roussel, donc on en a testé à peu près 35. Et là, il y a les plus intéressantes. C'était la seule dont le pain avait à la fin 0 résidu de gluten. Celle que vous utilisez, qui vient d'Italie? Celle-là, oui. Ouais. Et donc, on l'a choisi pour cette raison-là. On a essayé. Et vous savez pourquoi? Pourquoi cette variété? Alors, c'est des raisons essentiellement génétiques. C'est des raisons essentiellement génétiques. Donc là, par exemple... En fait, il suffirait de prendre les blés de cette culture et de les importer en France. Alors, eh bien non. Parce qu'en fait... Il y a le terrain, il y a la terre... En fait, la génétique du blé va s'adapter quand même au bout de quelques temps à l'environnement. C'est normal. Mais c'est tout à fait possible. En fait, il faudrait qu'on fasse l'expérience que en étant cultivé dans... Alors, il faudrait beaucoup de soleil. Donc, ce serait soit le sud-ouest, soit la Provence. Le sud-est surtout. Ou le sud-est, voilà. La région de Marseille. Voilà. Et il faudrait faire l'expérience et voir ce qui se passe. C'est d'ailleurs quelque chose que moi j'ai un peu dans la tête. Alors, évidemment, parce que la perfection n'existe pas, il y a un problème de transport. En même temps, ça ne vient pas non plus de l'autre bout de la planète. Donc c'est la Sicile. Vous pouvez faire plus près. Alors, on pourrait faire plus près si on avait le blé. Pour l'écologie, en fait, aujourd'hui, c'est très bien parce qu'on a pris beaucoup de conscience sur l'impact environnemental du transport. Mais ce n'est pas du tout le seul élément qui pèse dans l'écologie. Il y a, comme on disait tout à l'heure, les herbicides, les pesticides, les engrais azotés, l'irrigation. C'est des variétés qui ont besoin de 0 irrigation. Là je suis allé voir les champs de blé il y a 2 semaines. Et donc j'ai reposé la question aux 3 cultivateurs paysans qui travaillent avec nous. Ils m'ont tous dit, qu'est-ce que vous mettez d'eau? Il ne faut pas demander à moi, il faut demander au bon Dieu. C'est pas nous, j'ai regardé partout, il n'y a rien, alors que le blé, il a besoin, le blé moderne. En lisant beaucoup de livres, en appelant les gens, en les interviewant pour mon livre, et de fil en aiguille, je suis tombé sur le bon blé. Donc ça s'appelle, il n'y a pas de secret parce que de toute façon la farine, on a un accord d'exclusivité, c'est le Roussello, j'en parle dans le livre, et c'est une variété qui est magique. En plus, petit à petit, on a fait d'autres analyses, on a découvert qu'il y a énormément de fer. Le problème d'anémie, c'est un problème énorme. Dans ce pain, vous avez presque autant de fer que dans de la viande rouge. Où est-ce que vous voyez dans 2 ans? Dans 2 ans, alors toujours à Paris, ça c'est sûr, avec une présence, on espère d'être au-delà aussi de Paris, dans d'autres villes en France, sans doute, avec une envie que ce pain puisse être à la portée de tout le monde. Donc essayer aussi de trouver des façons peut-être de baisser un peu les prix, pourquoi pas si on arrive à faire des projets de culture en France, et en essayant toujours d'informer le plus possible. Et votre prochain rêve? Mon prochain rêve, moi je vis mon rêve là. Ça y est, vous êtes quand j'étais en Californie, on m'avait dit living the dream. Je ne peux pas demander mieux que ça. Enfin, je fais du pain, j'ai une équipe incroyable, des gens passionnés. Les gens viennent, enfin, vous faites un produit, les gens reviennent et vous disent ça faisait 15 ans que je ne pouvais plus manger de pain, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est. C'est génial, c'est super. Mais merci beaucoup, Adriano. Nous espérons qu'il va y avoir plein de petits panais vivos qui vont naître dans Paris et qu'on va vous retrouver bientôt. Touchons du bois. Merci.